Arrêtez de tout penser, la détox mentale en 7 jours. Exécutez ce système d'une semaine pour éliminer définitivement le bruit mental qui sabote votre concentration et votre paix intérieure. Votre esprit n'est pas votre allié. C'est une machine qui a été piratée. Il vous nourrit d'un flux constant de doutes, de répétitions de conversations qui n'auront jamais lieu, de prédictions catastrophiques d'un avenir qui n'arrivera jamais. Ce bruit mental ne vous distrait pas, il vous sabote activement. C'est la plus grande barrière entre vous et la vie que vous méritez. Ce livre est votre intervention. Pendant les 7 prochains jours, vous exécuterez un système précis et non négociable pour nettoyer définitivement cet encombrement. Il ne s'agit pas de mieux penser. Il s'agit de penser moins, pour vivre plus. Commençons maintenant. Chapitre 1. Déclarez la guerre à vos propres pensées. Écoutez-moi, et écoutez-moi bien. Vous êtes en guerre. Une guerre silencieuse, invisible, qui se déroule 24 heures sur 24 dans le théâtre de votre propre crâne. Et jusqu'à aujourd'hui, vous perdiez. Vous étiez un fantassin perdu, sans équipement, sans stratégie, subissant un assaut constant sans même comprendre qui est l'ennemi. L'ennemi, c'est le chaos de votre esprit. L'ennemi, ce sont ces milliers de pensées qui surgissent sans votre permission, qui pillent votre attention et volent votre énergie. Aujourd'hui, cela cesse. Aujourd'hui, vous passez de la victime au commandant. Vous déclarez la guerre à vos propres pensées. Visualisez votre esprit. Ce n'est pas un temple. C'est une pièce. Une pièce que vous n'avez pas nettoyée depuis des années, peut-être des décennies. Elle est encombrée, sombre, étouffante. Sur le sol, des piles de vieux journaux racontent toutes les fois où vous avez échoué. Ce sont les « si seulement ». Si seulement j'avais pris ce job. Si seulement je n'avais pas dit ça. Sur les murs, des graffitis hystériques dépeignent des catastrophes futures qui n'arriveront jamais. Ce sont les « et si ». Et si je perds mon argent? Et si je me retrouve seul? Et au milieu de la pièce, un projecteur aveuglant vous suit partout, vous scrutant, vous jugeant à chaque geste. C'est la paralysie de la performance. Que vont-ils penser de moi? Est-ce que je suis à la hauteur? Ce bazar mental n'est pas un état d'être naturel. C'est un champ de bataille négligé. Et vous avez le choix. Vous avez toujours eu le choix. Vous pouvez continuer à vivre dans cette décharge, à trébucher sur les déchets de votre passé et à vous cogner au mur de vos angoisses futures. Ou vous pouvez déclarer la guerre. Vous pouvez prendre la décision, en cet instant même, que cet encombrement doit disparaître. Identifions l'ennemi. Regardons-le en face. Il se présente sous 3 formes principales. Premièrement, la spirale du « et si ». C'est l'arme de distraction massive de votre esprit. Elle vous projette dans un avenir fictif, un avenir où tout va mal, pour vous empêcher d'agir dans le présent. Les « et si je rate » ? Les « et si elle me rejette » ? Les « et si l'économie s'effondre » ? C'est une boucle infinie qui ne mène nulle part, sauf à la peur et à l'inaction. Vous devez comprendre ceci, le « et si » est une prison dont vous détenez la clé. La clé, c'est de reconnaître que vous êtes en train de construire une prison avec des barreaux imaginaires. C'est ça, la clé. Deuxièmement, la boucle du « si seulement ». C'est l'arme de sabotage du passé. Elle vous enchaîne à des versions idéalisées de ce qui aurait pu être. Le « si seulement j'avais commencé plus tôt ». Le « si seulement j'avais étudié autre chose ». C'est du poison. Chaque minute passée dans le « si seulement » est une minute volée à votre présent. C'est une énergie colossale gaspillée à ruminer des événements que vous ne pouvez plus changer. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre passé pour avancer. Vous n'avez pas besoin que votre passé vous donne son accord. Vous devez tourner la page. Maintenant. Troisièmement, la paralysie de la performance. C'est l'arme de l'ego. Elle vous place sous les projecteurs d'un public imaginaire qui jugerait chacun de vos mouvements. Elle transforme des décisions simples en pièces de théâtre angoissantes. Commander un café, envoyer un email, exprimer une opinion, tout devient une performance à réussir. C'est épuisant. Et c'est une illusion. La vérité est simple, et vous devez vous la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. La plupart des gens sont trop occupés à penser à leur propre performance pour penser à la vôtre.
Vous n'avez pas besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin de leur approbation pour vivre votre vie. Maintenant, voici la vérité fondamentale, le principe sur lequel vous allez reconstruire votre esprit. Répétez-le après moi, intérieurement, avec conviction, vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur de vos pensées. Vous êtes la conscience silencieuse qui regarde le film de votre mental. Et l'observateur a le pouvoir de supprimer. L'observateur a le pouvoir de choisir quelle pensée nourrir, et quelle pensée jeter à la poubelle. Ce n'est pas une philosophie abstraite. C'est une discipline pratique. La prochaine fois que la spirale du « et si » commencera, vous n'y plongerez pas. Vous direz « je vois cette pensée. Je l'observe. Et je choisis de ne pas la suivre. » La prochaine fois que la boucle du « si seulement » se déclenchera, vous direz « je vois cette pensée. Je l'observe. Et je choisis de la laisser dans le passé où elle appartient. » C'est un acte de volonté. C'est un acte de guerre. Il ne s'agit pas de devenir vide, sans pensée. Il s'agit de devenir le gardien de la porte. Il s'agit de passer du statut d'occupant impuissant de la pièce mentale à celui d'architecte et de gardien. Vous décidez ce qui entre. Vous décidez ce qui reste. Vous décidez ce qui doit être jeté. C'est votre esprit. Reprenez-en le contrôle. Vous avez un choix à faire. Maintenant. Continuez à être le locataire passif d'un esprit en désordre, ou en devenir le propriétaire et le commandant. La guerre est déclarée. Et la première victoire, c'est de reconnaître que vous détenez tout le pouvoir. L'observateur a le pouvoir de supprimer. Vous venez de prendre le commandement. Vous avez identifié l'ennemi. Mais une guerre ne se gagne pas seulement en identifiant l'ennemi. Elle se gagne avec des armes et des protocoles précis. Il est temps de vous équiper pour votre première bataille décisive, le combat contre l'indécision. Chapitre 2, le protocole de la décision imposable. L'ennemi a un nom. Après le chaos de vos pensées, voici son principal général, l'indécision. C'est le carburant de la rumination. Le sable dans les engrenages de votre volonté. Chaque minute que vous passez à hésiter, à peser le pour et le contre pour des choses qui n'en valent pas la peine, est une minute où vous alimentez le monstre de l'overthinking. Regardez la pièce mentale en désordre que nous avons décrite. L'indécision, ce sont ces dizaines de cartons vides, étiquetés, à décider plus tard, qui encombrent l'espace. Vous tournez autour. Vous en ouvrez un. Vous le refermez. Vous vous dites que vous prendrez une décision demain. Sauf que demain, il y aura 10 cartons de plus. Cette paralysie vous donne l'illusion du contrôle, l'illusion de la prudence. En réalité, c'est un abandon. C'est une lâcheté mentale. Et aujourd'hui, cela s'arrête. Vous allez implémenter un système qui rend l'indécision impossible. Un protocole si simple, si impitoyable, qu'il va trancher les nœuds gordiens de votre esprit en quelques minutes. Ce n'est pas une stratégie, c'est une opération chirurgicale. Vous allez appliquer la règle du 5-5-5. La voici. Écoutez bien, car elle va devenir votre nouvelle loi. Si une décision n'aura aucune importance dans 5 jours, vous avez 5 minutes pour la prendre. Maximum. Si une décision n'aura aucune importance dans 5 ans, vous avez 5 heures pour la prendre. Maximum. C'est tout. C'est la clé. Il n'y a pas de troisième catégorie. La grande majorité de vos décisions, 95% d'entre elles tombent dans la première catégorie. Les 5% restants dans la seconde. Vous n'avez pas à vous tromper. Vous avez juste à décider. Et à vivre avec les conséquences. Car voici la vérité que votre peur refuse d'admettre, le coût d'une mauvaise décision est presque toujours inférieur au coût de l'indécision. Prenons des exemples concrets. Vous ouvrez votre garde-robe le matin. Votre esprit commence son cirque habituel. Et si je porte ça? Est-ce que c'est trop habillé? Pas assez? Que vont-ils penser? C'est la spirale. Le protocole s'active. Cette décision aura-t-elle de l'importance dans 5 jours? Non. Aucune. Personne ne se souviendra de ce que vous portiez. Alors, vous réglez un minuteur mental. 5 minutes. Vous choisissez.
Et vous passez à autre chose. Point final. Autre scène de crime classique, choisir un restaurant. Vous et votre partenaire, vous passez 30 minutes à scroller, à comparer les avis, à douter. 30 minutes de votre vie, de votre énergie relationnelle, gaspillée pour un repas qui sera oublié dans une semaine. Appliquez le protocole. Importance dans 5 jours? Nul. Vous avez 5 minutes. Choisissez le premier qui semble correct. Cliquez. Résolvez. Passez à autre chose. Le pire, c'est l'email. Cet email que vous tournez et retournez dans votre tête, dont vous peaufinez chaque virgule, par peur de mal paraître. Vous passez 45 minutes sur 3 lignes. C'est de la folie. Importance dans 5 jours? Nul. 5 minutes. Écrivez-le avec clarté et politesse, et appuyez sur « Envoyer ». Vous n'avez pas besoin de la permission du destinataire pour lui envoyer un message clair et professionnel. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour faire votre travail. L'indécision, ce n'est pas de la prudence. C'est de l'arrogance déguisée. C'est croire que le monde va s'effondrer si vous faites le « mauvais » choix de restaurant, de cravate ou de phrase dans un email. C'est se prendre pour le centre de l'univers, où chaque micro-décision est d'une importance cosmique. Ce n'est pas le cas. Votre temps est infiniment plus précieux que l'illusion du choix parfait. C'est ça, la clé. Il ne s'agit pas de prendre la meilleure décision. Il s'agit de prendre une décision, et de la rendre bonne par la qualité de votre action qui suivra. La qualité de votre exécution est toujours plus importante que la perfection de votre décision initiale. Vous avez un choix. Vous avez toujours un choix. Vous pouvez continuer à vivre dans le marasme de l'indécision, à laisser les petits choix vous vampiriser votre énergie et votre temps. Ou vous pouvez imposer votre volonté. Vous pouvez régler un minuteur. Décidez. Passez à autre chose. Ce protocole n'est pas une suggestion. C'est un entraînement. C'est la musculation de votre muscle décisionnel. Au début, ce sera difficile. Vous aurez l'impression de trancher dans le vif. C'est normal. Vous désintoxiquez votre esprit d'une addiction à la délibération infinie. Mais après quelques jours, une clarté nouvelle émergera. Un sentiment de puissance. Vous reprendrez le contrôle du temps que vous perdiez chaque jour dans ces micro-angoisses. Réglez un minuteur. Décidez. Passez à autre chose. Faites-le pour le petit déjeuner. Faites-le pour votre liste de tâches. Faites-le pour toutes ces petites peurs qui vous tenaillaient. Le coût de vous tromper de chemin est minime. Le coût de ne jamais quitter votre salon est une vie de regret. Vous venez d'apprendre à trancher l'indécision. Vous avez une arme. Mais la guerre fait rage sur plusieurs fronts. Maintenant que vous agissez, vous allez inévitablement rencontrer des obstacles, des erreurs, des échecs. Et votre esprit va vouloir utiliser ces échecs comme des munitions contre vous. Il va vous envoyer une deuxième volée de flèches. Il est temps d'apprendre à vous en protéger. Chapitre 3, tuer la deuxième flèche. Vous avez pris une décision. Vous avez agi. Et maintenant, c'est arrivé. L'échec. La critique. La petite ou la grande humiliation. La première flèche vient de vous frapper. Elle fait mal. Personne ne nie cela. La première flèche est la réalité. C'est l'erreur dans le rapport. C'est le refus catégorique. C'est la remarque désobligeante. C'est la tentative qui a échoué. Cette flèche est inévitable. Vivre, c'est être exposé aux premières flèches. Vous ne pouvez pas les contrôler. Mais voici le vrai secret, la distinction qui sépare les forts des éternelles victimes, vous avez un choix total et absolu sur la deuxième flèche. Qu'est-ce que la deuxième flèche? C'est le récit que vous construisez autour de la douleur. C'est l'histoire que vous vous racontez. C'est le film catastrophe que vous produisez et réalisez dans votre esprit, suite au premier événement. La première flèche, c'est de rater sa présentation. La deuxième flèche, c'est passer les 48 heures suivantes à se dire « Je suis un imposteur. Tout le monde se moque de moi. Ma carrière est finie. Je ne vais jamais m'en remettre. » La première flèche est la douleur. La deuxième flèche est la souffrance. Et la souffrance est un choix.
C'est un choix que vous faites activement, même si vous en avez l'air passif, en permettant à votre esprit de ruminer, d'amplifier et de catastropher. La première flèche vient de l'extérieur. La deuxième flèche, vous êtes votre propre archer. Vous visez votre cœur et vous appuyez. Arrêtez. Posez-vous la question, maintenant, et posez-vous-la à chaque fois que vous sentez la douleur, suis-je touché par la première flèche, ou suis-je en train de me planter la deuxième dans le dos? Analysons cela avec un exemple concret. Vous faites une erreur au travail, une erreur chiffrée, première flèche. C'est fait. C'est réel. Votre patron vous le fait remarquer. La douleur est là, la honte, peut-être. Maintenant, le choix crucial se présente. La voie de la deuxième flèche, c'est ce que vous faites probablement depuis des années. Vous rentrez chez vous. Vous ne pensez qu'à ça. Pendant le dîner, vous êtes absent. Vous ruminez. Il doit me détester. Il va me virer. Je vais perdre mon appartement. Pourquoi je suis si nul? Je ne mérite pas ce poste. Vous passez la nuit à angoisser. Le lendemain, vous êtes épuisé, nerveux, et vous commettez une nouvelle erreur à cause de votre état. Vous venez de vous planter non pas une, mais 10 deuxièmes flèches dans le dos. Maintenant, regardez l'alternative. La voie de la discipline. La première flèche est la même. L'erreur est commise. Votre patron vous le dit. La douleur est là. Mais vous, vous activez un protocole mental. Vous vous demandez, où est la première flèche? L'erreur. C'est tout. Où est la deuxième? Vous reconnaissez la tentation de la deuxième flèche, l'histoire de la perte d'emploi, de la haine du patron, et vous choisissez de ne pas la tirer. Vous avez un choix. Vous avez toujours eu ce choix. Au lieu de cela, vous passez en mode solution. Vous dites, l'erreur est X. La cause est Y. La correction est Z. Je vais présenter mes excuses, corriger le document, et mettre en place un système pour que cela ne se reproduise pas, point final. Vous avez traité la première flèche. Vous avez refusé la deuxième. Vous avez transformé la douleur en apprentissage, et non en souffrance. Ce n'est pas de la positivité toxique. Ce n'est pas ignorer la douleur. C'est de la clarté stratégique. C'est refuser d'ajouter de la souffrance volontaire à une douleur involontaire. C'est ça, la clé. Un autre exemple, plus personnel. Une dispute avec votre conjoint, première flèche. Des mots durs sont échangés. La douleur est réelle. La deuxième flèche? C'est ressasser la conversation pendant des heures. C'est imaginer le divorce. C'est collectionner toutes les autres disputes passées pour en faire une preuve que tout est foutu. C'est se dire, il ne m'aime plus. Notre relation est un échec. Vous voyez? La première flèche était une dispute. La deuxième flèche, c'est vous qui créez le scénario de l'effondrement total. La discipline consiste à séparer les deux. La première flèche est cette dispute. La douleur est là. Maintenant, que puis-je faire pour régler cette dispute? M'excuser? Écouter? Exprimer mon point de vue calmement. Vous traitez l'événement, pas le scénario catastrophe que votre esprit invente. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre ego pour laisser tomber l'histoire dramatique. Vous n'avez pas besoin que votre mental vous donne son accord pour arrêter de souffrir. Vous avez le pouvoir, en tant qu'observateur, de dire, cette histoire de catastrophe, c'est une deuxième flèche. Je refuse de la tirer. C'est ça, la véritable force mentale. Ce n'est pas être un rocher insensible. C'est être un guerrier sage qui sait faire la différence entre la blessure du combat et l'infection qu'il s'infligerait en négligeant cette blessure. La première flèche est la vie. La deuxième flèche est l'overthinking. Toute votre démarche de détox mental consiste à désarmer l'archer intérieur qui vous torture avec des flèches illusoires. Arrêtez de vous planter la deuxième flèche. Dès aujourd'hui, à l'instant même, engagez-vous dans cette discipline. À chaque déception, à chaque échec, à chaque douleur, posez la question, où est la première flèche? Où est la deuxième? Et choisissez de ne tirer que celle que la vie vous envoie. Refusez catégoriquement de tirer la seconde. Vous avez désarmé l'ennemi intérieur qui amplifie vos échecs. Vous savez maintenant faire la différence entre une erreur et un drame. Mais il reste un adversaire sournois, un bruit de fond constant qui grignote votre paix, l'inquiétude chronique. Il est temps de lui imposer des règles strictes.
Chapitre 4. Planifiez votre inquiétude, puis ignorez-la. Votre esprit est un enfant capricieux. Un enfant qui croit que chaque petit souci est une urgence absolue qui doit être traitée dans la seconde. Et jusqu'à présent, vous l'avez écouté. Vous avez laissé cet enfant diriger votre vie intérieure. Il sonne l'alarme pour un rien, et vous arrêtez tout pour courir dans tous les sens. Cela s'appelle de l'inquiétude chronique. Et c'est une tyrannie. L'inquiétude se présente comme de la prudence. Comme de la responsabilité. Je dois penser à ce problème, sinon. C'est un mensonge. L'inquiétude n'est pas de la résolution de problèmes. La résolution de problèmes est constructive, elle mène à un plan, à une action. L'inquiétude est destructive. C'est une pensée stérile qui tourne en rond sans but, sans issue, sans autre résultat que de vous épuiser. Aujourd'hui, vous reprenez le contrôle. Vous allez passer du statut de serviteur de vos peurs à celui de manager de votre mental. Vous allez apprendre à dire à vos soucis, pas maintenant. Tu as un créneau. La méthode est d'une simplicité géniale. Vous allez instaurer un rendez-vous avec le souci. Un seul. Par jour. Voici le protocole, et il est non négociable. Choisissez un moment précis dans votre journée. 17h15, 18h30. 12h, peu importe. Ce moment devient votre rendez-vous officiel et unique avec l'angoisse. Pendant ce rendez-vous, qui durera 10 minutes et pas une de plus, vous ferez une seule chose, vous noterez tous les soucis qui vous ont traversé l'esprit dans la journée. Tous. Sans filtre. Et si je perds mon emploi? Et si ma voiture tombe en panne? Est-ce que j'ai offensé Paul ce matin? Vous les viderez sur le papier ou dans un fichier. C'est tout. C'est la clé. Maintenant, voici la règle d'or, la discipline qui va tout changer. Pour le reste de la journée, à chaque fois qu'une inquiétude, grande ou petite, surgit dans votre esprit en dehors de ce créneau, vous avez un script à suivre. Vous ne combattez pas la pensée. Vous ne la refoulez pas. Vous l'accueillez, et vous lui donnez une directive claire. Vous lui dites, mentalement, avec une fermeté calme, je te vois. Je te reconnais. Et je m'occuperai de toi à 17h15. C'est tout. Je m'occuperai de toi à 17h15. Cette simple phrase est une révolution. Elle opère un transfert de pouvoir immédiat. L'inquiétude exige une attention immédiate. Vous lui imposez un délai. Vous lui apprenez la patience. Vous lui rappelez qui décide. C'est vous qui contrôlez l'horloge. Ce n'est pas de l'évitement. C'est de la gestion stratégique. Vous ne niez pas le souci. Vous le reportez. Et en le reportant, vous lui retirez son caractère d'urgence. Vous le désamorcez. Une inquiétude différée est une inquiétude désamorcée. Imaginez la scène. Vous êtes en réunion, concentré, et soudain, la pensée surgit, et si je n'arrive pas à boucler le budget à temps? L'ancien vous aurait laissé être kidnappé. Votre concentration serait partie, remplacée par un film d'horreur financier. Le nouveau vous, le commandant, agit différemment. Il prend une microseconde pour reconnaître l'intrus. Et il prononce la phrase magique, pas maintenant. Je m'occupe de toi à 17h15. Et vous ramenez votre focus sur la réunion. Immédiatement. Le soir, vous êtes en train de lire un livre, de parler à votre famille. L'inquiétude revient, comme un chiot qui réclame. Vous ne le chassez pas. Vous lui donnez son heure. Le 17h15, et vous revenez à votre vie. Vous avez un choix. Vous pouvez continuer à laisser chaque petite peur interrompre votre vie, saboter votre concentration, voler votre paix. Ou vous pouvez imposer une structure. Vous pouvez dire, tu as ta place. Elle est à 17h15. En dehors de cela, tu n'existes pas pour moi. À 17h15, vous tenez votre rendez-vous. Vous sortez votre carnet. Vous écrivez. Et quelque chose de magique se produit. La plupart des soucis que vous aviez notés mentalement dans la journée vous semblent soudain, ridicules. Écrits noir sur blanc, ils perdent leur pouvoir spectral. Ils sont dégonflés. Vous réalisez que vous avez passé la journée à avoir peur de fantômes. Pour les quelques soucis qui semblent encore légitimes, vous passez de l'inquiétude à la résolution de problèmes. Le souci, le budget. Action possible, bloquer 2 heures demain matin pour le travailler. Vous transformez l'angoisse en tâche concrète. Et puis,
au bout de 10 minutes, vous fermez le carnet. Symboliquement et physiquement. Le temps des soucis est terminé pour aujourd'hui. Répétez avec moi, que cela devienne votre nouveau mantra, une inquiétude différée est une inquiétude désamorcée. C'est moi qui contrôle l'horloge. Ce n'est pas une astuce. C'est un entraînement fondamental de votre volonté. Au début, l'enfant capricieux va protester. Les soucis vont revenir, insistant. Votre job est de rester ferme. De rediriger, encore et encore. Le 17h15, c'est la discipline de la redirection. Ce n'est pas une bataille contre la pensée, c'est une rééducation de l'attention. Vous n'avez pas besoin de la permission de vos peurs pour vivre votre vie. Vous n'avez pas besoin de leur accord pour être concentré ou paisible. Vous êtes le patron. Vous donnez les horaires. En repoussant systématiquement l'inquiétude à son créneau officiel, vous accomplissez deux choses monumentales. Vous retrouvez des centaines d'heures de concentration et de paix volées par les ruminations. Vous prouvez à votre cerveau, par l'action répétée, que 99% de ces « urgences » n'en étaient pas. Vous contrôlez l'horloge. Vous avez mis l'inquiétude à l'heure. Vous avez domestiqué le bruit de fond anxieux. Mais un autre ennemi vous guette, plus insidieux encore, l'illusion que pour agir, vous devez d'abord vous sentir prêt, motivé, inspiré. C'est le leurre de la préparation mentale infinie, et il est temps de le pulvériser. Chapitre 5, de la répétition mentale à l'action physique. Assez. Assez de ces répétitions mentales qui n'en finissent pas. Assez de ces conversations que vous jouez et rejouez dans le théâtre privé de votre crâne. Assez de ces scénarios catastrophes que vous préparez pour un public qui n'est pas là. Vous confondez préparation et procrastination. Vous croyez que penser à une chose, c'est la faire. C'est l'illusion la plus dangereuse, le piège le plus répandu. La rumination est une activité passive. C'est un leurre. Elle vous donne l'impression d'être actif alors que vous êtes parfaitement immobile. Vous tournez en rond dans votre esprit et vous appelez cela de la productivité. C'est un mensonge que vous vous racontez. L'antidote, le seul, c'est l'action physique. Pas plus de pensée. Pas plus d'analyse. De l'action. Concrète. Mesurable. Immédiate. Voici la vérité que vous devez graver dans votre esprit, l'action génère de la clarté. La pensée ne génère que plus de pensée. C'est la clé. C'est le principe fondamental que vous allez appliquer dès aujourd'hui. Prenons l'exemple classique, celui que tout le monde connaît, la conversation difficile. Vous devez demander une augmentation. Ou confronter un collègue. Ou avoir une discussion sérieuse avec votre partenaire. L'ancienne méthode, la méthode de l'overthinking, vous passez des jours, peut-être des semaines, à répéter la conversation dans votre tête. Vous imaginez ce qu'il va dire. Vous préparez votre réponse. Puis sa réplique. Puis votre contre-réplique. Vous créez 50 versions différentes. Vous vous réveillez la nuit en y pensant. Vous épuisez toute votre énergie nerveuse dans une simulation qui n'a aucun rapport avec la réalité. Et que se passe-t-il? Le jour J, rien ne se passe comme prévu. La personne dit quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. Votre script parfait s'effondre. Et vous êtes perdu, anxieux, vidé. Tout ce temps passé à vous préparer ne vous a pas préparé du tout. Il vous a seulement épuisé. Maintenant, regardez la nouvelle méthode. La méthode de l'action. Vous avez identifié la nécessité d'une conversation. Vous prenez 5 minutes. Pas 5 heures. 5 minutes. Vous notez les 3 points principaux que vous devez aborder. L'objectif central. C'est tout. La préparation est terminée. Ensuite, vous passez à l'action physique. Immédiatement. Au lieu de répéter la conversation dans votre tête, vous la jouez à voix haute, une seule fois, seul dans votre voiture ou chez vous. Vous entendez le son de votre voix. Vous ressentez les mots dans votre corps. Cette action prend 10 minutes. Elle est réelle. Elle engage votre système nerveux d'une façon que la pensée pure ne peut jamais imiter. Puis, vous passez à l'action décisive, vous fixez le véritable appel. Vous envoyez l'email pour planifier la réunion. Vous prenez rendez-vous. Vous vous engagez dans le monde réel. Que se passe-t-il alors? L'action génère de la clarté. En agissant, en fixant ce rendez-vous, vous vous êtes engagé.
Le problème quitte le monde nébuleux de la pensée pour entrer dans le monde concret de la réalité. Et une fois dans la vraie conversation, vous serez présent, vous écouterez, vous réagirez. Vous puisez dans votre intelligence naturelle, pas dans un script figé. La clarté émerge de l'interaction, pas de la spéculation. Vous avez un choix. Vous avez toujours un choix. Vous pouvez continuer à être le metteur en scan d'une pièce qui ne sera jamais jouée. Ou vous pouvez devenir l'acteur principal de votre propre vie. Ce principe s'applique à tout. Écrire un rapport. L'overthinker passe 3 heures à angoisser sur le plan parfait, à rechercher des informations sans fin, à tourner en rond. L'homme ou la femme d'action ouvre un document, fixe un minuteur de 25 minutes, et écrit le premier jet. Il est mauvais? Peu importe. L'action d'écrire a généré de la clarté. Maintenant, il sait ce qu'il doit corriger. La pensée seule n'aurait jamais produit cette clarté. Démarrer un projet. L'overthinker lit tous les livres, regarde tous les tutoriels, attend le moment parfait. C'est de la procrastination déguisée. L'homme ou la femme d'action fait le premier pas, aussi petit soit-il. Il achète le nom de domaine. Il crée le compte. Il fait le premier croquis. L'action, même infime, brise le charme de la paralysie. Elle génère un élan, une dynamique. Arrêtez de vous préparer. Passez à l'action. Vous n'avez pas besoin de la permission de vos doutes. Vous n'avez pas besoin de vous sentir prêt. Vous ne le serez jamais. La préparation par la rumination est un mythe. La vraie préparation, c'est un bref plan suivi d'une action immédiate. Votre mantra, à partir de maintenant, est le suivant, l'action génère de la clarté. La pensée ne génère que plus de pensée. Quand vous vous surprenez à ruminer, à répéter mentalement, posez-vous cette question brutale, suis-je en train de me préparer, ou suis-je en train de procrastiner? Dans 99% des cas, la réponse est la seconde. Alors, arrêtez. Faites une action physique, aussi petite soit-elle, qui vous rapproche du but. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de discipline. La discipline de fermer le navigateur, d'éteindre les distractions, et de faire le premier mouvement concret. C'est la discipline de remplacer le circuit fermé de la pensée par la ligne droite de l'action. Vous avez arrêté de parler. Vous avez commencé à agir. Vous avez remplacé la répétition mentale par l'exécution physique. Mais pour maintenir cette action, pour éviter de retomber dans les anciennes ornières, vous devez apprendre à protéger votre espace mental le plus précieux. Il est temps de bâtir des murs et d'installer un filtre. Chapitre 6, le filtre ce n'est pas mon problème. Votre esprit est une forteresse. Mais jusqu'à présent, vous en avez laissé les portes grandes ouvertes. Vous avez laissé entrer n'importe qui, n'importe quelle pensée, n'importe quel problème. Des problèmes qui ne vous appartiennent pas. Des opinions qui ne vous concernent pas. Des drames qui ne sont pas les vôtres. Et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez submergé? Pourquoi votre espace mental est encombré? C'est simple. Vous hébergez les problèmes de tout le monde. Vous payez un loyer mental pour des soucis qui devraient habiter ailleurs. Cela s'arrête maintenant. Aujourd'hui, vous allez devenir impitoyable. Vous allez installer un filtre mental. Le seul filtre dont vous avez besoin. Il repose sur 2 questions, et seulement 2. Pour chaque pensée, pour chaque souci, pour chaque élément de stress qui entre dans votre champ de conscience, vous allez vous demander. Première question, est-ce que c'est mon problème à résoudre? Deuxième question, est-ce que c'est sous mon contrôle? C'est tout. C'est la clé. La simplicité même de ce filtre est sa puissance. Si la réponse à l'une de ces questions est non, alors la pensée est illégitime. C'est un intrus. C'est un déchet mental. Et vous savez ce que l'on fait avec les déchets? On les jette. On les expulse. Immédiatement. Votre déclaration, à partir de maintenant, est celle-ci, si ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre encombrement. Expulsez-le. Prenons des exemples concrets. Vous êtes au travail. Un collègue fait une remarque passive-agressive. L'ancien vous aurait passé l'après-midi à disséquer son commentaire. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi me déteste-t-il? Comment puis-je me venger? Appliquez le filtre. Question 1. Son opinion de moi est-elle mon problème à résoudre? Non. Son opinion lui appartient.
Question 2, est-ce que je peux contrôler ce qu'il pense? Non. Absolument pas. Conclusion, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon encombrement. Expulsez-le. La pensée est rejetée à la porte de votre forteresse. Vous passez à autre chose. Immédiatement. Autre scène. Vous regardez les nouvelles. Un drame à l'autre bout du monde. Une crise politique. Une catastrophe naturelle. Vous vous sentez anxieux, impuissant. C'est noble? Non. C'est stupide. Appliquez le filtre. Est-ce mon problème à résoudre? Dans l'immédiat, non. Est-ce sous mon contrôle? Non. Pas du tout. Alors, expulsez-le. Fermez la télévision. Ce drame n'a pas sa place dans l'espace limité et précieux de votre crâne. Vous n'aidez personne, surtout pas vous-même, en vous intoxiquant avec des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Le plus insidieux, la gestion des émotions des autres. Votre conjoint est de mauvaise humeur. Votre ami est déprimé. L'ancien vous aurait fait de leur état émotionnel votre mission personnelle. Vous seriez devenu anxieux, cherchant désespérément à réparer leur humeur, à les rendre heureux. C'est un piège émotif. Appliquez le filtre. Leur émotion est-elle mon problème à résoudre? Non. Leurs émotions leur appartiennent. Est-ce que je peux contrôler ce qu'ils ressentent? Non. Vous ne le pouvez pas. Vous pouvez être présent, vous pouvez être compatissant, mais vous ne pouvez pas prendre leur tristesse et en faire la vôtre. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre encombrement. Expulsez l'anxiété que leur état provoque en vous. Vous pouvez choisir d'être un phare stable, plutôt qu'un navire ballotté par leurs vagues émotionnelles. Vous avez un choix. Vous avez toujours eu ce choix. Vous pouvez continuer à être la décharge publique de tous les problèmes, toutes les opinions et toutes les angoisses de votre entourage, des médias, du monde entier. Ou vous pouvez devenir le gardien sélectif, impitoyable et serein de votre propre esprit. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de l'hygiène mentale. C'est la discipline de la frontière. Vous n'avez pas besoin de la permission des autres pour protéger votre paix intérieure. Vous n'avez pas besoin que le monde vous donne son accord pour fermer la porte. Et si ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre encombrement. Expulsez-le. Répétez cette phrase comme un mantra de pouvoir. Quand une pensée d'inquiétude surgit, arrêtez-la net avec ces deux questions. Faites-en un réflexe. Une discipline de chaque instant. Ce filtre va vous libérer une énergie mentale colossale. Une énergie que vous gaspillez actuellement à porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Imaginez ce que vous pourriez faire de cette énergie si vous la réinvestissiez dans les choses qui sont sous votre contrôle. Votre travail. Votre santé. Vos vraies relations. C'est ça, le but final. Nettoyez le terrain pour construire ce qui compte. Ce filtre n'est pas une fin en soi. C'est un outil de libération. Il crée l'espace nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur votre véritable mission, construire une vie qui a du sens, pour vous. Il ne s'agit pas de se désintéresser du monde. Il s'agit de faire la différence cruciale entre la compassion et l'absorption. Vous pouvez avoir de la compassion pour les problèmes des autres sans les absorber dans votre propre psyché. Vous pouvez être informé des événements mondiaux sans vous intoxiquer avec eux. La clé, c'est le contrôle. Contrôlez ce qui entre. Contrôlez ce qui reste. Vous êtes le souverain de votre esprit. Commencez à agir comme tel. Vous avez installé le filtre. Vous avez appris à expulser les problèmes qui ne vous appartiennent pas. Vous avez dégagé l'espace. Mais un dernier ennemi, le plus perfide, rôde encore, la quête de la perfection. Cette obsession qui vous pousse à retravailler, repenser, et finalement, ne jamais terminer. Il est temps de lui porter le coup de grâce. Chapitre 7, adoptez le suffisamment bon. La perfection n'existe pas. C'est un fantôme. Un mirage. Pourtant, vous passez votre vie à courir après. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie et votre paix intérieure sur l'autel de ce qui n'est qu'une illusion. La poursuite de la perfection n'est pas une vertu. C'est une maladie. C'est la forme la plus sophistiquée de la procrastination. C'est le moteur le plus puissant de votre rumination. Parce que si la chose doit être parfaite, alors vous avez une excuse infinie pour ne jamais la terminer, pour la retravailler, pour angoisser à son sujet. C'est un refuge pour la lâcheté. Aujourd'hui,
vous allez guérir de cette maladie. Vous allez adopter un nouveau principe, un principe de libération et de puissance, le « suffisamment bon ». Voici une loi que vous n'apprendrez nulle part ailleurs, la règle des 99%. Écoutez bien, car elle va changer votre rapport au travail et à vous-même. Les derniers 1% de finition, les derniers ajustements pour atteindre la perfection imaginaire, consomment à eux seuls 50% de votre énergie mentale totale sur un projet. Et le pire ? Ces 1% passent presque toujours inaperçus. Personne ne les voit. Personne ne les remarque. Sauf vous. Vous vous épuisez pour un public qui ne voit même pas la différence. Pensez-y. Vous passez 3 heures à peaufiner la mise en page d'un rapport. Changer les polices, ajuster les marges, rendre les graphiques, parfait. 3 heures. Pendant ce temps, vous auriez pu commencer le projet suivant. Vous auriez pu vous reposer. Vous auriez pu vivre. Ces 3 heures étaient-elles nécessaires ? Le destinataire du rapport va-t-il vous féliciter pour la beauté de vos marges ? Non. Il veut les donner. Le rapport était fonctionnel à 99% après la première heure. Les 1% restants vous ont coûté 200% d'énergie en plus. C'est ça, la clé. C'est un mauvais calcul. Une hémorragie de votre potentiel. Regardons les exemples concrets de cette folie. Le rapport achevé à 95% mais rendu en retard. Parce que vous avez passé 2 jours de plus à chercher la formulation parfaite pour l'introduction. Résultat, vous êtes stigmatisé comme peu fiable, pas comme perfectionniste. Le perfectionnisme est une punition, jamais une récompense. Le cadeau, presque parfait. Vous tournez dans les magasins pendant des heures, angoissé à l'idée que le cadeau ne soit pas absolument, totalement, merveilleusement idéal. Pendant ce temps, vous pourriez être avec la personne à qui vous voulez l'offrir. Le cadeau est un symbole. Le temps et la présence sont la réalité. Le suffisamment bon aurait été acheté en 30 minutes, avec le sourire. Le projet maison laissé inachevé. Le mur n'est pas peint parce que vous n'avez pas trouvé la teinte de blanc absolument parfaite. Le meuble n'est pas monté parce qu'un détail minuscule n'est pas tout à fait aligné. Et le projet pourri dans un coin, vous rappelant chaque jour votre échec. Un projet terminé à 80% est infiniment plus utile qu'un projet parfait à 0%. Vous avez un choix. Vous avez toujours eu ce choix. Continuez à être l'esclave d'un standard imaginaire, ou devenir le maître de votre temps et de votre énergie en adoptant le « suffisamment bon ». Votre nouvelle question, la seule qui vaille, pour chaque tâche, chaque projet, chaque décision est celle-ci, est-ce que c'est suffisamment bon pour obtenir le résultat désiré ? Si la réponse est « oui », alors c'est terminé. Point final. Vous passez à autre chose. Cette question est un coup près. Elle tranche dans le vif de l'indécision et de la rumination. Elle vous ramène à l'essentiel, le résultat. Pas le processus esthétique. Le résultat. Est-ce que cet email est suffisamment bon pour être compris et obtenir une réponse ? Oui. Envoyez point. Est-ce que cette présentation est suffisamment bonne pour communiquer les idées principales ? Oui. Terminez point. Est-ce que ce repas est suffisamment bon pour nourrir ma famille et passer un bon moment ? Oui. Servez. Ce n'est pas une excuse pour la médiocrité. C'est une stratégie pour l'efficacité et la sérénité. C'est la discipline de la priorisation. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre ego perfectionniste pour déclarer quelque chose de terminé. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour avancer. Il ne s'agit pas de faire mal les choses. Il s'agit de faire les choses assez bien, puis de les livrer. La livraison est toujours plus puissante que la perfection non livrée. Le monde récompense l'exécution, pas l'intention parfaite. Un produit lancé à 90% peut s'améliorer avec les retours des clients. Un produit parfait qui reste dans votre tête ne vaut rien. Appliquez cette discipline. Dès aujourd'hui. Choisissez une tâche que vous retardez parce qu'elle doit être parfaite. Posez-vous la question, est-ce suffisamment bon pour obtenir le résultat ? Si la réponse est oui, terminez-la en 30 minutes maximum. Et puis, livrez-la. Ressentez le soulagement. La légèreté. La puissance de l'achèvement. C'est ça, la vraie transformation. Passer de celui qui commence mais ne finit jamais, à celui qui termine, livre et passe à l'action suivante. La boucle de l'accomplissement est le plus grand antidote à la rumination.
Vous avez appris à terminer. Vous avez appris à livrer. Vous avez remplacé le mirage de la perfection par la puissance du « suffisamment bon ». Mais pour maintenir cette clarté, pour protéger cette nouvelle façon de fonctionner, vous devez assainir votre environnement. Le monde extérieur est une usine à distraction. Il est temps d'en couper le courant. Chapitre 8, la détox numérique, 24 heures de jeûne. Maintenant, nous arrivons au cœur de la machine à bruit. Nous avons nettoyé l'intérieur. Mais si vous laissez les portes et les fenêtres grandes ouvertes, le chaos extérieur va immédiatement tout recommencer à remplir. Votre environnement numérique n'est pas un outil. C'est une usine. Une usine conçue pour une seule chose, voler votre attention. Chaque notification, chaque alerte, chaque scroll infini est un produit de cette usine. Et vous, vous êtes la ressource naturelle qu'elle exploite. Jusqu'à épuisement. Vous vous demandez pourquoi il est si difficile de se concentrer? Pourquoi le calme semble impossible? C'est simple. Vous êtes en état d'intoxication permanente. Une intoxication au bruit, à la nouveauté, à la distraction. Cela s'arrête maintenant. Pas demain. Pas lundi prochain. Maintenant. Ce chapitre n'est pas une suggestion. C'est une ordonnance. Vous allez effectuer un jeûne numérique de 24 heures. Voici la règle, simple et absolue. Pendant les 24 prochaines heures, vous n'aurez aucun contact avec un apport numérique non essentiel. Cela signifie, pas de réseaux sociaux. Aucun. Pas de Facebook, Instagram, TikTok, X. Pas de cycle d'information en continu. Pas de chaîne d'infos, pas de site de news. Pas de défilement sans fin sur YouTube ou sur des sites quelconques. Pas de notification sur votre téléphone, sauf pour les appels téléphoniques directs des personnes vitales, familles proches, travail urgent. Les emails peuvent attendre. Les messages peuvent attendre. Le monde peut attendre. L'objectif n'est pas de devenir un ermite. L'objectif est de rétablir un niveau de base. Un niveau zéro de calme mental. Pour la première fois depuis peut-être des années, vous allez entendre le son de votre propre esprit. Vous allez percevoir, de façon criante, la différence entre votre propre voix et le bruit constant du monde. Votre instruction, votre mantra pour ces 24 heures est le suivant, silenciez les notifications, et vous silenciez le chaos. Votre concentration est une forteresse, gardez la porte. Les premières heures seront difficiles. Votre main voudra chercher votre téléphone de façon compulsive. Vous sentirez un vide, une anxiété de manque. C'est normal. C'est le signe que la désintoxication est en cours. Vous ne combattez pas une mauvaise habitude. Vous combattez une addiction. Traitez-la comme telle. Quand l'envie de scroller vous prend, ne luttez pas, observez-la. Ressentez-la dans votre corps. Cette tension dans votre poche. Cette agitation. Et rappelez-vous, c'est le symptôme du sevrage. C'est la preuve que le jeûne fonctionne. Votre cerveau crie parce qu'on lui retire sa drogue. Laissez-le crier. Il va se calmer. Vous avez un choix. Un choix brutal. Continuez à être un consommateur passif, un cobaye dans l'expérience mondiale sur l'attention humaine. Ou devenir le gardien de votre propre esprit. Le gardien qui ferme la porte. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde numérique pour vous déconnecter. Vous n'avez pas besoin que les réseaux sociaux vous donnent leur accord pour exister sans eux pendant 24 heures. Pendant ce jeûne, quelque chose de magique va se produire. Après la phase de sevrage, le calme va s'installer. Un calme que vous aviez oublié. Et dans ce calme, vous entendrez votre propre voix. Les vraies pensées émergeront. Les idées qui étaient étouffées sous le bruit vont remonter à la surface. Vous vous surprendrez à penser plus clairement, plus profondément. Vous réaliserez à quel point le flux numérique constant crée un fond d'anxiété permanent. Une urgence artificielle. Une comparaison maladive avec la vie des autres. En le coupant, vous coupez le cordon ombilical qui vous reliait à une source de stress mondial. Silenciez les notifications, et vous silenciez le chaos. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité neurologique. Chaque ping, chaque vibration, est une micro-agression contre votre concentration. C'est une brèche dans les murs de votre forteresse mentale. En les réduisant au silence, vous reconstruisez les murs. Vous redevenez impénétrable. À la fin des 24 heures, vous ferez un constat. Le monde n'a pas cessé de tourner.
Vous n'avez manqué de rien d'important. En réalité, vous avez gagné quelque chose d'essentiel, la preuve tangible que vous pouvez contrôler votre environnement, et non le subir. Cette expérience n'est pas une fin en soi. C'est une démonstration de puissance. Elle vous montre ce qui est possible. À vous, ensuite, de réintroduire la technologie en maître, et non en serviteur. De définir des règles. Pas de téléphone dans la chambre. Des créneaux sans notification. Des journées de jeûne régulières. Votre concentration est une forteresse. Gardez la porte. Vous venez de prouver que vous en étiez capable. Vous avez assiégé votre propre esprit et chassé les envahisseurs. Mais une forteresse doit être active, pas passive. Quand l'ennemi tente de revenir, quand l'anxiété monte, vous avez besoin d'une manœuvre de dernier recours, immédiate et physique. Il est temps de forger votre arme de reconquête instantanée. Chapitre 9, forgez votre encre d'action. Assez. Assez d'être l'otage de vos propres pensées. Assez de ces spirales mentales qui vous emportent pendant des heures. Assez de regarder, impuissant, le film de votre anxiété sans pouvoir en arrêter la projection. Vous avez les outils. Vous avez la théorie. Mais la guerre se gagne dans l'action. Pas dans la délibération. Quand la tempête arrive, vous ne pouvez pas rester à discuter avec le vent. Vous devez jeter l'ancre. Immédiatement. Votre esprit est le vent. Votre corps est l'ancre. Ce chapitre n'est pas une stratégie. C'est une arme. Une arme de reconquête immédiate. Vous allez forger votre encre d'action. Une encre d'action n'est pas une technique de relaxation. C'est un coup de force. Un piratage de votre propre système nerveux. C'est un geste physique simple, brutalement simple, que vous allez exécuter sans réfléchir dès que l'ennemi mental montre le bout de son nez. Voici la loi. Elle est non négociable. Quand l'esprit s'emballe, le corps agit. C'est tout. C'est la clé. Vous arrêtez de négocier avec vos pensées. Vous leur tournez le dos. Et vous passez à l'action physique. Voici comment forger votre encre. Choisissez une de ces trois options. Maintenant. Pas plus tard. Première option, l'assaut physique. 10 pompes. Immédiatement. Peu importe où vous êtes. La sensation de brûlure dans vos muscles, l'accélération de votre cœur, l'effort pour respirer, tout cela arrache votre conscience de votre tête et la ramène de force dans votre corps. C'est un reset physiologique. Deuxième option, le choc sensoriel. 60 secondes d'eau froide sur le visage. Allez au lavabo. L'eau glacée est un électrochoc. Elle interrompt toute pensée. Elle vous jette dans le moment présent, dans la réalité immédiate et incontournable de la sensation. C'est un seau d'eau froide sur le feu de votre rumination. Troisième option, la rupture spatiale. Une marche de 3 minutes à l'extérieur. Sortez. Sans téléphone. Sans but. Marchez. Regardez le ciel. Observez un arbre. Le simple fait de changer d'environnement brise le circuit fermé de votre mental. Vous sortez littéralement de votre propre tête. Vous avez choisi? Bien. Maintenant, écoutez la règle d'engagement, la partie la plus cruciale. La détection. Dès que vous sentez la première pensée parasite. Le premier, et si. La première pointe d'angoisse. La première image d'un scénario catastrophe. Vous ne discutez pas. Vous ne négociez pas. Vous ne vous demandez pas si c'est justifié. Vous agissez. Votre mantra est celui-ci, quand l'esprit s'emballe, le corps agit. Votre encre est votre bouton de réinitialisation. Prononcez-le. Et exécutez votre encre. Immédiatement. Dans les 10 secondes. Vous êtes en réunion et une pensée anxieuse surgit? Excusez-vous, allez aux toilettes, faites vos pompes. Vous êtes chez vous et commencez à ruminer une conversation? Levez-vous, allez à la salle de bain, aspergez-vous le visage. Vous êtes au travail et sentez la spirale arriver? Sortez du bâtiment, marchez 3 minutes autour du pâté de maison. C'est ça, la discipline. La discipline de l'action immédiate. Ce n'est pas une question de feeling. C'est un protocole. Vous êtes un pilote qui actionne un parachute. Vous n'attendez pas de voir si l'avion va se crasher. Vous tirez sur la poignée. Vous avez un choix. Vous avez toujours eu ce choix.
continuez à être le spectateur passif du chaos de votre esprit. Ou devenir le soldat qui, à la première alerte, exécute une manœuvre de contre-attaque. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre anxiété pour bouger. Vous n'avez pas besoin que votre peur vous donne son accord pour l'interrompre. Votre encre est votre bouton de réinitialisation. Répétez cette phrase. Au début, ce sera mécanique. Vous devrez vous forcer. Votre mental va hurler que c'est stupide, que vous avez des problèmes importants à régler. C'est un mensonge. Ignorez-le. Agissez. Au bout de quelques répétitions, vous créerez un nouveau câblage dans votre cerveau. Alarme action. Pas alarme analyse ou panique. Ce court-circuit vous fera gagner des heures de vie et des océans d'énergie nerveuse. Ce n'est pas une échappatoire. C'est une démonstration de souveraineté. En agissant physiquement, vous prouvez, de façon tangible, que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la force qui peut leur répondre par le mouvement. Vous reprenez le contrôle, non par la pensée, mais par la volonté incarnée. Votre encre est votre plus grande allié. Elle est toujours là. Elle ne demande aucune préparation. Elle est discrète, rapide, et d'une efficacité redoutable. Elle est la matérialisation de votre nouvelle identité, celle d'une personne qui agit, au lieu de subir. Vous avez désormais une arme pour chaque situation. Une ancre pour stabiliser votre navire dans n'importe quelle tempête. Le système de défense est complet. Mais une forteresse ne tient pas sans une garnison vigilante. Il est temps de passer du statut de recrue à celui de commandant permanent, et de sceller cet engagement par une déclaration solennelle. Chapitre 10, la déclaration des 7 jours et le protocole à vie. Les 7 jours sont terminés. La guerre est gagnée. Mais une nouvelle bataille commence. La bataille de la permanence. Ce que vous avez accompli ces derniers jours n'est pas un nettoyage ponctuel. C'est une fondation. L'ancien régime du chaos est tombé. Le nouveau régime de la clarté est établi. Mais tout régime a besoin d'une constitution. D'une déclaration d'indépendance. Aujourd'hui, vous n'apprenez plus. Vous consolidez. Vous vous engagez. Récapitulons l'arsenal que vous avez forgé. Chaque outil est une loi de votre nouveau monde intérieur. Chapitre 1, la déclaration de guerre. Votre outil, l'observateur. Vous avez appris à vous extraire du flux de vos pensées. À dire, je ne suis pas mes pensées. Je suis celui qui les regarde. C'est le fondement de tout. La prise de conscience qui rend tout le reste possible. Chapitre 2, la décision imposable. Votre outil, la règle du 5-5-5. Vous avez brisé le mythe de l'indécision. Vous savez maintenant qu'une décision rapide est presque toujours supérieure à une décision parfaite mais tardive. Vous réglez un minuteur. Vous décidez. Vous passez à autre chose. Chapitre 3, la deuxième flèche. Votre outil, le filtre de souffrance. Vous faites la différence fondamentale entre la douleur inévitable et la souffrance optionnelle. Vous posez la question, suis-je en train de recevoir la première flèche, ou de me planter la deuxième? Et vous choisissez de désarmer l'archer intérieur. Chapitre 4, le rendez-vous avec le souci. Votre outil, le contrôle de l'horloge. Vous avez domestiqué l'inquiétude chronique. Vous lui avez donné un créneau. Une place. En dehors de ce créneau, vous lui dites, pas maintenant. Une inquiétude différée est une inquiétude désamorcée. Vous contrôlez le temps. Chapitre 5, l'action physique. Votre outil, le principe de réalité. Vous avez pulvérisé l'illusion de la préparation mentale infinie. Vous savez que l'action génère de la clarté, alors que la pensée ne génère que plus de pensée. Vous arrêtez de répéter. Vous commencez à faire. Chapitre 6, le filtre impitoyable. Votre outil, la frontière mentale. Vous avez installé le gardien à la porte de votre esprit. Pour chaque pensée, vous demandez, est-ce mon problème? Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, vous expulsez l'intrus. Votre paix n'est pas une négociation. Chapitre 7, le « suffisamment bon ». Votre outil, le principe d'efficacité. Vous avez terrassé le démon de la perfection. Vous savez que les derniers 1% consomment 50% de l'énergie. Vous posez la seule question qui vaille, est-ce suffisamment bon pour obtenir le résultat? Si oui, c'est terminé. Chapitre 8, la détox numérique.
Votre outil, le jeûne de bruit. Vous avez prouvé que vous pouviez vivre sans l'intoxication permanente. Vous avez redécouvert le son de votre propre voix. Votre concentration est une forteresse. Et vous en gardez la porte. Chapitre 9, l'encre d'action. Votre outil, le bouton de réinitialisation. Vous avez une arme contre les spirales soudaines. Quand l'esprit s'emballe, le corps agit. Immédiatement. Votre encre physique vous ramène au présent, à la réalité, à vous-même. L'arsenal est complet. La théorie est terminée. Maintenant, place à l'engagement. La décision consciente et solennelle de vivre selon ses principes, non pas pendant 7 jours, mais pour le reste de votre vie. Je vais vous guider dans votre déclaration d'indépendance mentale. Répétez ces phrases à voix haute. Pas dans votre tête. À voix haute. Que votre propre voix soit le premier son de votre nouveau règne. Je suis le commandant de mon esprit. Et dites-le. Mon état par défaut est la clarté. Et dites-le. Mon arme est l'action. Et dites-le. Cette déclaration est votre nouveau serment. Votre vérité fondamentale. Quand le doute reviendra, et il reviendra, vous reviendrez à cette déclaration. Je suis le commandant. Mon état est la clarté. Mon arme est l'action. Vous avez un choix. Celui de maintenir la forteresse. La discipline n'est pas une phase. C'est un état permanent. Voici le protocole à vie, votre système de maintenance. Chaque mois, vous relirez un chapitre de ce livre. Pas les 10. Un seul. Faites un cycle. Ce mois-ci, relisez le chapitre sur la deuxième flèche. Le mois prochain, celui sur le filtre impitoyable. Cela prendra 10 minutes. Ce sera votre contrôle de maintenance mentale. Une piqûre de rappel. Un réalignement de votre boussole intérieure. Ce n'est pas une option. C'est la discipline qui rend toutes les autres disciplines possibles. Vous revisitez les fondations pour vérifier qu'elles sont solides. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre ancien moi pour maintenir cette clarté. Vous n'avez pas besoin que le monde devienne soudainement simple pour que vous restiez fort. C'est l'inverse. Votre force créera la simplicité. Le travail des 7 jours est terminé. Le travail de toute votre vie commence. Vous n'êtes plus celui qui réagit. Vous êtes celui qui commande. Vous n'êtes plus celui qui subit le bruit. Vous êtes celui qui cultive le silence. Vous n'êtes plus celui qui doute sans fin. Vous êtes celui qui agit avec décision. Vous avez les outils. Vous avez la déclaration. Vous avez le plan. Maintenant, sortez et vivez. La vraie pratique commence maintenant. Non pas dans les pages d'un livre, mais dans chaque instant de votre existence. Le monde va tester votre résolution. Votre job est de lui rappeler, par vos actions, que vous en êtes le commandant. La conclusion des 1 minute. Les 7 jours sont terminés. La détox est accomplie. Regardez votre espace mental maintenant. Les gaysides et les si seulement ont été expulsés. Le bruit a été remplacé par une certitude silencieuse. Vous n'êtes plus un passager dans le chaos de votre propre esprit. Vous êtes le pilote. Vous imposez des délais à vos décisions. Vous tuez la deuxième flèche. Vous planifiez votre inquiétude et vous l'ignorez. Vous passez à l'action physique au lieu de la répétition mentale. Vous filtrez ce qui n'est pas à vous. Vous adoptez le suffisamment bon. Vous gardez les portes de votre monde numérique. Et quand les anciennes habitudes tentent de revenir, vous jetez votre encre et vous réinitialisez. Ce n'est pas une solution temporaire. C'est votre nouveau système d'exploitation. Le système d'un esprit clair. Le système d'une personne qui obtient des résultats. Le défi est le suivant, ne revenez pas en arrière. Le monde tentera de nouveau d'encombrer votre esprit demain. Votre seul travail est d'utiliser les outils que vous possédez désormais. De choisir la clarté plutôt que le chaos. De choisir l'action plutôt que l'analyse. De choisir la paix. Le travail est terminé.